Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur le franchising intitulée « Commerce en franchise, en toute franchise, ça marche ». Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Mon nom c'est Fabien Douce de la société Visual Conseil, une entreprise spécialisée dans les services d'accompagnement pour dirigeants. Dans le cadre de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé 17 ans au sein d'un réseau de franchise, tout d'abord comme propriétaire franchisé d'un magasin de 1200 m² à Lausanne, en Suisse, et puis au bout de quelques années, j'ai été voir le franchiseur et je lui ai acheté le droit de développer et d'animer un réseau de franchise en Suisse romande, donc la partie francophone de la Suisse. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui j'ai le privilège de vous faire cette présentation générale sur le franchising. Afin de structurer ma présentation le mieux possible, j'ai décidé de traiter 4 points. Tout d'abord, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que c'est que la franchise avec une série de définitions pour bien planter le décor. Puis, nous allons découvrir dans quelle activité on retrouve la franchise. Ensuite, nous allons étudier quelles sont les caractéristiques financières de la franchise, c'est-à-dire comment fonctionne ce modèle d'affaires. Et nous terminerons par quels sont les avantages et les exigences de la franchise. Dans le cadre de cette présentation, je vais, à titre d'exemple, utiliser des marques, des logos. Et donc, je me dois de vous dire que les marques et logos mentionnés dans cette présentation restent l'entière propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont cités que dans un but d'identification afin d'illustrer un propos. Donc sans plus tarder, qu'est-ce que la franchise? La franchise, c'est un partenariat entre d'un côté une entreprise, qu'on appelle le franchiseur, qui a développé un savoir-faire, des techniques, des méthodes, une image de marque, un encadrement, une formation, et de l'autre, un chef d'entreprise qu'on appelle le franchisé, qui va apporter son expérience professionnelle, son énergie, son envie de se battre et surtout ses fonds propres qu'il va utiliser pour ouvrir un point de vente, une entreprise en respectant le concept du réseau qu'il rejoint. C'est donc bien la collaboration entre d'un côté une entreprise indépendante qui est le franchiseur et une entreprise indépendante qui est le franchisé. Et donc j'insiste bien sur ce fait que le franchisé n'est en aucune manière un salarié du franchiseur, c'est donc un chef d'entreprise à part entière, propriétaire de son fonds de commerce. La franchise étant victime de son succès, le terme franchise est utilisé à tort et à travers pour qualifier d'autres types de commerce organisés qu'on retrouve dans un grand ensemble qui s'appelle le commerce associé. Donc effectivement, nous avons un grand ensemble qui s'appelle le commerce associé et sous cette coupole du commerce associé, on trouve différents types de concepts, dont la franchise, et d'autres concepts qui sont soit des cousins proches, soit des cousins très éloignés, soit même des concepts qui n'ont absolument aucun lien de parenté avec la franchise. Et là, sur ce visuel, je vous ai résumé 4 types de formules qu'on retrouve très souvent en Suisse. La première, c'est les réseaux de concessionnaires. Vous avez tous acheté une voiture auprès d'un concessionnaire automobile, et bien c'est bien de lui dont on parle. Donc les réseaux de concession, ça c'est le concept qui est le plus proche cousin de la franchise. Ce sont vraiment des cousins germains, parce qu'à 80%, c'est la même chose. Même type de gouvernance, même type de clause contractuelle, même type d'encadrement de formation, et puis alors un point commun, c'est l'exclusivité territoriale que le franchiseur et le concédant octroient à son franchisé et à son concessionnaire. Deuxième type de concept, c'est la location-gérance organisée en réseau. Ça, c'est vraiment l'apanage des géants de la grande distribution en Suisse, que sont la Migros, la Coop et le groupe Valora, avec effectivement 3 enseignes, que sont Migrolino, Coop Pronto et K-Kiosque, c'est-à-dire ces petites épiceries, ces petites supérettes qu'on retrouve dans beaucoup de stations-service, dans les gares, dans les centres commerciaux. Et comme le nom l'indique, donc location-gérance, en fait, le commerçant indépendant, qui est un locataire-gérant, il loue un fonds de commerce qui n'est pas à lui. Le fonds de commerce, il appartient à la Migros et à la Coop. Il possède l'emplacement, il possède tout le mobilier, l'aménagement intérieur et extérieur. Et donc, la grande différence entre la location-gérance et la franchise, c'est qu'un franchisé est propriétaire de son fonds de commerce, alors que le locataire-gérant n'est que locataire, il n'est pas propriétaire. Au terme de son contrat, il repartira les mains vides, il n'a rien à vendre. Troisième type de concept, c'est les chaînes volontaires. Je vous ai mis 2 exemples.
l'enseigne Ski7, qui est un réseau de magasins spécialisés dans la location de matériel de ski, et une chaîne hôtelière très connue qui est Best Western. Alors là, l'approche est très différente de la franchise, donc il n'y a aucune parenté. En fait, le fonctionnement, il s'articule comme ça. Vous avez un ensemble de commerçants indépendants qui décident de s'associer ensemble sous une même enseigne. Ils s'associent entre eux avec un ou plusieurs grossistes, et ils font ceci pour principalement optimiser deux charges qui coûtent très cher dans leur compte d'exploitation, qui pèsent très lourd. La première charge, c'est les achats, donc une chaîne volontaire a une centrale d'achat, et la deuxième charge, c'est la publicité. Donc en fait, ils se mettent ensemble pour mutualiser ces deux postes. Et ça s'arrête là. Dernier type de concept qu'on va voir aujourd'hui et qu'on retrouve en Suisse, c'est la commission affiliation. Et là, je vous ai mis également deux exemples. Les magasins San Marina, magasins de chaussures qu'on trouve dans beaucoup de centres commerciaux en Suisse, et les boutiques de prêt-à-porter Etam. Alors là également, aucun lien de parenté avec la franchise. Le principe est le suivant. Nous avons un fabricant spécialiste du prêt-à-porter qui fabrique des collections et qui met à disposition le stock de marchandises dans des magasins appartenant à des commerçants indépendants qui sont commissionnaires à la vente, c'est-à-dire qu'ils gagnent une commission sur le produit de chaque vente. Cela veut dire donc que le commerçant indépendant n'achète pas le stock, il n'a pas de charge au niveau du stock, et ce n'est pas à lui d'assumer la responsabilité des éventuels invendus. Et donc le dernier concept, qui est celui qu'on va approfondir aujourd'hui, qui est la franchise, et ce qui distingue la franchise des quatre autres concepts qu'on vient de voir, c'est que dans la franchise, il y a le développement ainsi que la transmission d'un vrai savoir-faire. Donc, allons voir tout de suite qu'est-ce que c'est que le savoir-faire du point de vue de la franchise. Alors, je vais lire cette définition avec vous. Le savoir-faire est défini comme un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testé par celui-ci, ensemble qui est substantiel, identifié et secret, conférant à celui qui les maîtrise un avantage concurrentiel. Et j'ai rajouté, et bien sûr, réitérable. Alors, je vais tout de suite expliquer ce que ça veut dire réitérable. Ça veut dire que ce savoir-faire différenciateur, il doit fonctionner aussi bien à Genève, à Neuchâtel, à Lausanne, à Sion, qu'il soit utilisé par Paul, Pierre, Marie et Françoise. Et moyennant des adaptations linguistiques et culturelles, ce savoir-faire doit fonctionner également à Berne, à Bâle, à Zurich et à Schaffhouse. Maintenant, revenons étudier la définition de plus près. Donc, le savoir-faire est défini comme un ensemble d'informations pratiques non brevetées. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin que ce savoir-faire différenciateur soit aussi complexe que la totalité des technologies qu'on a utilisées pour envoyer la fusée SpaceX dans l'espace. Mais c'est un ensemble de techniques, méthodes, tours de main, bouts de ficelle qui, mis ensemble, en font un savoir-faire particulier, à valeur ajoutée, qui va apporter à celui qui l'utilise un avantage certain et indéniable par rapport à ses concurrents. Et donc, ce savoir-faire, il repose sur un socle qui est tenu par trois piliers. Ce savoir-faire, il doit être substantiel. Ça veut dire qu'il doit avoir une substance, il doit avoir un vrai contenu. Il doit être identifié, c'est-à-dire que ce contenu doit être décrit. Le franchiseur doit expliquer qu'est-ce que c'est que ce savoir-faire, comment a-t-il été développé, où, dans quelle unité pilote, où a-t-il été testé, pendant combien de temps, quels sont les résultats qui en sont ressortis, etc. etc. Et cette identification va figurer ensuite dans les modes opératoires que le franchiseur remettra à ses franchisés lors de la formation, ainsi que, de manière plus succincte, dans le contrat de franchise dont on va parler dans un instant, parce que le franchisé, il doit savoir qu'est-ce qu'il achète. Et le troisième pilier, c'est qu'il doit être secret. Ce savoir-faire doit rester à l'intérieur du réseau. En aucune manière, il doit être divulgué. Et si quelqu'un est pris en flagrant délit de divulgation, ça peut lui coûter très cher, ça peut se terminer devant des tribunaux. Alors, avant d'aborder dans quel type d'activité on retrouve la franchise, je me dois de vous expliquer qu'en fait, les concepts de franchise et de commerce associé sont classés dans trois familles. Tout d'abord, ce qu'on appelle les franchises ou concepts de commerce associé de distribution. Ensuite, les franchises de services et les franchises industrielles.
Alors, celles qui se taillent à part du lion, ce sont les franchises de distribution assimilées à des franchises de commerce. Là, je vous ai mis l'exemple de 2 enseignes qu'on ne présente plus. Deuxième type de concept, donc les franchises de service. Par service, ça implique aussi bien service aux entreprises que service aux particuliers. Ce sont des concepts relativement jeunes, ça a 15 ans, maximum 20 ans. Troisième type de concept, c'est les franchises industrielles, et c'est intéressant de voir que des industriels qui ont l'habitude de fabriquer des produits de haute technicité, à forte valeur ajoutée, des inventions couvertes par des brevets, utilisent le modèle d'affaires de la franchise pour commercialiser leurs produits dans des pays qui n'attaquent pas directement. Je m'explique, si on prend Coca-Cola, dont le siège est à Atlanta, bien sûr, ils attaquent directement le marché américain, le marché canadien, le marché chinois, le marché indien, parce que ce sont des pays à forte démographie. Mais ce n'est pas Coca-Cola qui directement va attaquer le marché slovène. La Slovénie, pays du nord des Balkans, qui compte 2 millions d'habitants. Non. Là, Coca-Cola va vendre une franchise industrielle à un industriel spécialisé dans les eaux minérales, qui lui va investir pour bâtir une usine Coca-Cola et qui va lui organiser tous les créneaux de distribution pour que la fameuse bouteille arrive sur la table du consommateur slovène. Alors, dans quel type de domaine d'activité on retrouve la franchise? La bonne nouvelle, c'est que c'est dans pratiquement tous les domaines, et cette bonne nouvelle s'adresse également à des éventuels visiteurs et spectateurs de cette présentation qui sont peut-être en train de songer à une reconversion professionnelle. Donc, si vous êtes dans un processus de reconversion ou de rebondir de manière professionnelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des perspectives très intéressantes dans le monde du commerce associé au sens large du terme. Alors, en ce qui concerne les domaines d'activité, on retrouve la franchise et ses cousins du commerce associé dans tout ce qui est bien d'équipement de la maison, de la personne, l'alimentaire, les services automobiles, le bâtiment, le nettoyage, coiffure esthétique, le wellness, la location de matériel, la formation, l'hôtellerie, la restauration, l'immobilier, les voyages et le commerce divers. Et j'aimerais m'arrêter quelques secondes sur le logo de gauche, qui est le logo de l'enseigne Amavita. Amavita est un réseau important de pharmaciens en Suisse. C'est plus de 200 magasins en Suisse. La moitié du réseau, ce sont des pharmaciens indépendants qui sont affiliés au réseau Amavita. Quelle est la politique de recrutement des têtes de réseau, c'est-à-dire franchiseurs, concédants, etc., par rapport au recrutement donc de leurs candidats? Alors, il est vrai qu'en règle générale, ces enseignes vont privilégier le recrutement de gens qui viennent du même métier qu'eux, surtout pour des métiers très techniques. On vient de le voir dans les pharmacies. Moi, avec la meilleure volonté du monde, je n'ai pas fait une licence en pharmacie, je ne pourrais jamais être propriétaire d'une pharmacie Amavita. Valable également pour d'autres métiers comme les opticiens. Il est clair que seul un opticien peut être affilié à Nana Flelou ou Optique 2000. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, 40% des réseaux, tout confondus dans le commerce associé, ne recrutent que des néophytes, que des profanes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont intégré dans l'encadrement une formation en béton armé qui va transformer un néophyte en vrai pro en quelques semaines, quelques mois, voire même une année de formation, comme c'est le cas chez McDonald's. Donc, je réitère le message que, avec ce genre d'approche, c'est une très belle opportunité pour des gens qui ont envie ou qui ont le besoin de se reconvertir professionnellement. Alors, quelles sont les caractéristiques financières de la franchise? Avant d'aborder l'aspect purement pécunier, j'aimerais m'arrêter un instant sur le contrat de franchise ou le contrat de partenariat pour des concepts de commerce associé. C'est une étape qui est très importante parce que dans ce contrat est résumé l'ensemble des règles du jeu pour les deux parties pendant des périodes longues, 5 ans, 7 ans, 10 ans, voire même 20 ans des franchises industrielles. Et donc on y retrouve à l'intérieur tous les droits et obligations des deux parties. Du côté du franchiseur, le franchiseur va devoir bien nous expliquer dans son contrat qu'est-ce que c'est que ce savoir-faire, avec le détail identifié dont j'ai parlé tout à l'heure.
Également, tous les franchisés, donc citer tous les franchisés qui sont actuellement sous enseigne auprès de ce réseau, combien coûte ce savoir-faire, donc toutes les modalités financières. Et puis alors du côté du franchisé, effectivement, toutes ces obligations en ce qui concerne le respect du savoir-faire, la non-divulgation, les engagements financiers qu'on va lui demander, tout ce qui concerne la durée, le renouvellement du contrat, ou les conséquences éventuelles d'une résiliation anticipée, ça existe également. Donc voilà l'ensemble des règles du jeu. En ce qui concerne les aspects financiers, c'est très simple dans la franchise. Et les aspects financiers, c'est comme une fusée à 3 étages. Premier étage, l'étage où il y a les propulseurs qui permettent à la fusée de s'arracher de l'attraction terrestre, c'est qu'au moment où le franchisé signe son contrat avec le franchiseur, il paye en une fois un droit d'entrée. Et avec ce droit d'entrée, il achète l'accès au savoir-faire, à l'encadrement et à la formation avant l'ouverture et à l'usage paisible de la marque. Ce droit d'entrée peut coûter quelques milliers de francs, quelques dizaines de milliers de francs, voire quelques centaines de milliers de francs, surtout quand on parle de franchise industrielle. Deuxième étage de la fusée, c'est ce qu'on appelle les royalties. Le point de vente est lancé, il est inauguré. Et à partir de ce moment-là, le franchisé va payer tous les mois au franchiseur une royalties proportionnelle à son chiffre d'affaires. Mais en contrepartie, il va continuer à recevoir un service de la part du franchiseur qui s'appelle l'animation de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, chaque franchiseur digne de ce nom a au sein de son état-major un service d'animateur de réseau qui est composé soit d'anciens directeurs de succursales de l'enseigne, soit d'anciens franchisés, et leur mission, c'est de passer dans les magasins une à plusieurs fois par année, chaque année, pour aider le propriétaire franchisé à travailler sur des dysfonctionnements, à former peut-être les équipes sur des nouveautés, à développer des nouveaux créneaux, etc., etc. Ces royalties, ça varie entre 1 et 15%. Pour les franchises de commerce, ça se situe plutôt entre 1 et 7%, avec une moyenne aux alentours des 3-4%. Pour les franchises de services qui n'ont pas de centrale d'achat, ça se situe plutôt entre 7 et 15%. Dernier étage de la fusée, c'est la cotisation à la publicité nationale. Ça veut dire qu'en fait, dans le contrat de franchise, le franchiseur oblige, mais pour le bien du franchisé, il oblige ce dernier à prévoir une infime partie de son chiffre d'affaires, mois après mois, qui va être mis dans un pot commun, et cet argent permet de mutualiser la publicité nationale ou régionale. Donc avec cet argent, l'ensemble de ces franchisés qui payent, on va pouvoir investir dans des campagnes télévisées, dans des campagnes radio, de la presse écrite, des campagnes de référencement internet, etc. Et donc cette cotisation varie entre 1 et 3%. Dans le réseau dans lequel j'étais, nous étions à 2,25. Quels sont les avantages de la franchise? Du côté du franchiseur et du côté du franchisé. Colonne de gauche, le franchiseur. Colonne de droite, le franchisé. Alors, le principal avantage de la franchise pour le franchiseur, c'est que c'est un fantastique effet de levier qui va lui permettre de se développer rapidement, de prendre la part de marché très rapidement, de fidéliser sa marque sans mobiliser trop de capitaux et en répartissant le risque avec ses franchisés. En ce qui concerne la fidélisation de la marque, moi ça me parle parce que ça fait une vingtaine d'années que chaque fois que je pars pour un séjour court dans une capitale en Europe, la première chose que je fais, je regarde toujours qu'est-ce que Best Western a à proposer. Best Western dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui ne m'a jamais déçu, que j'aille à Paris, à Londres ou à Rome. En ce qui concerne les avantages pour le franchisé. Alors, premier avantage, c'est de bénéficier de la réputation d'une marque. Deuxième avantage, et qui d'après moi est le même le plus important, c'est d'acheter un savoir-faire qui a fait ses preuves, et avec ce savoir-faire, avoir accès à un encadrement et une formation en béton armé qui va lui permettre de démarrer très vite. Et c'est surtout très important pour des candidats à la franchise qui rejoignent un réseau dont ils ne connaissent pas le métier. Ça va vous permettre
d'apprendre très vite un métier et de pérenniser assez rapidement le devenir de votre entreprise. Et un autre avantage très important, c'est de bénéficier d'une économie d'échelle. Dès lors que vous êtes dans un réseau de franchisés, de concessionnaires, d'affiliés, de 30, 50, 100, 200 membres, vous pesez beaucoup plus auprès des fournisseurs que si vous êtes un indépendant tout seul dans votre coin. Quelles sont les exigences de la franchise? Alors, du côté du franchiseur, première exigence très importante, c'est de mettre à jour régulièrement son savoir-faire. Parce que le savoir-faire, c'est quelque chose qui n'est pas statique, c'est pas un monolithe. Le savoir-faire, c'est quelque chose qui va évoluer, qui doit évoluer en fonction des évolutions de la société et des conjonctures économiques. Et donc, un franchiseur qui lésine sur ce point, qui s'endort sur ses lauriers, à terme, c'est un réseau qui va mourir. Deuxième exigence vis-à-vis du franchiseur, c'est de protéger sa marque, c'est-à-dire que le franchiseur doit veiller à ce que sa marque, dans tous les pays qu'il souhaite conquérir, soit la marque, son slogan, son logo, ainsi que les principes du savoir-faire, soient inscrits auprès des offices de propriété intellectuelle nationaux. Et alors, le dernier point qui est le plus important, c'est entretenir et développer son réseau en partenariat avec ses franchisés et associer les franchisés aux décisions stratégiques du réseau. Ça, c'est très important et ça m'amène à vous parler pendant quelques secondes de comment fonctionne la gouvernance dans un réseau de franchise. En fait, la gouvernance dans un réseau de franchise, digne de ce nom, c'est comme dans une démocratie occidentale. Nous avons d'un côté un pouvoir exécutif qui est exercé par le franchiseur, c'est normal, c'est son réseau, c'est son savoir-faire, c'est sa marque. Mais il y a un pouvoir législatif qui est entre les mains des franchisés. Et comment s'exprime ce pouvoir législatif? Par l'intermédiaire de groupes de travail qu'on appelle des commissions. Donc par exemple, le franchiseur dans lequel j'ai séjourné 17 ans, nous avions 4 commissions, dont 3 qui siégeaient 2 à 4 fois par année. Une commission formation, une commission marketing et publicité, une commission informatique, parce que c'était les 3 axes stratégiques par rapport à notre savoir-faire. Chaque commission était composée entre 6 et 10 franchisés, élus pour des mandats de 2 ans lors de l'assemblée annuelle, le congrès annuel des franchisés. Et donc, dans chaque commission, siégeaient ces franchisés plus 1 ou 2 représentants du franchiseur, et les décisions se prenaient avec un vote à main levée. En ce qui concerne les exigences du côté du franchisé, alors, première exigence, bien sûr, dès lors que vous rejoignez un réseau de commerce associé, et bien évidemment, c'est d'appliquer la stratégie commerciale de la tête de réseau. Si vous rejoignez un réseau et que vous faites tout le contraire de ce qui est préconisé par la tête de réseau, vous faisiez mieux de rester chez vous. C'est en deuxième lieu respecter les normes du concept, du savoir-faire. Ce savoir-faire, il est éprouvé, ce savoir-faire, il s'est enrichi avec l'expérience des franchisés qui vous ont précédé, et donc ce savoir-faire ne doit pas être altéré, dénaturé et divulgué, bien évidemment. Autre obligation, suivre les évolutions du savoir-faire. Donc comme j'ai expliqué, le savoir-faire il évolue, et donc ces évolutions peuvent parfois avoir des conséquences même pécuniaires, dans la mesure où cette évolution du savoir-faire peut peut-être nécessiter le renouvellement de l'informatique, le fait de renvoyer toutes les équipes en formation, le fait de rafraîchir la modélisation intérieure du magasin, et ça ce sont des investissements qui sont à la charge du franchisé, parce que, je le répète à toutes fins utiles, le franchisé est un chef d'entreprise à part entière, et donc il doit assumer ses responsabilités financières. Autre point également, bien évidemment, le franchisé est astreint à s'approvisionner auprès de la centrale d'achat du franchiseur lorsque ce réseau a une centrale d'achat, ainsi qu'auprès des fournisseurs qui sont référencés par le franchiseur. Alors, en ce qui concerne le référencement des fournisseurs, la bonne nouvelle c'est que si le législatif fonctionne bien, en règle générale, ces fournisseurs sont certifiés dans le cadre des commissions. Donc, par exemple, chez nous, c'est nous qui décidions si ce fournisseur était
certifié oui ou non. Donc, comme ça, les choses sont très transparentes et ça fonctionne très bien. Dernier point important d'exigence du franchisé, c'est de s'impliquer dans la vie du réseau. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes un asocial individualiste, il ne faut surtout pas rejoindre un réseau de commerce associé, vous allez y être malheureux comme une pierre. Non, s'impliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si effectivement ce n'est pas votre tasse de thé d'être actif dans des commissions, au moins d'assister une fois par année au congrès annuel, ainsi qu'à des réunions régionales qui ont lieu 3 à 6 mois après. Parce que c'est très important dans la mesure où c'est l'unique moment où on peut sortir la tête du guidon, quitter nos points de vente, rencontrer des confrères, voir qu'on n'est pas seul dans notre coin et surtout partager, échanger des expériences. Cette présentation sur le franchising se termine. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous y avez trouvé ce que vous y êtes venu chercher. Si vous désirez approfondir le sujet, je ne peux que vous recommander la lecture d'un essai qui s'appelle Commerce en franchise, un mode d'emploi pragmatique, qui est un essai d'une 40aine de pages qui a été écrit par votre serviteur. Ou alors n'hésitez pas à visiter notre site www.copilote.biz ou nous contacter par notre adresse email. Et donc, je vous remercie encore d'avoir assisté à cette animation et je vous dis à bientôt.